de ce webinaire. Alors, je vous précise qu'on a mis en place une procédure pour qu'au-delà de la conférence, on puisse prolonger spécifiquement avec vous des échanges autour de l'intelligence artificielle dans vos métiers, et en particulier autour des problématiques de prévision qui sont absolument les clés sur lesquelles l'intelligence artificielle peut amener une aide vraiment d'une autre nature. Donc pour ça, il y a un bouton en haut, au-dessus de mes diapositives, sur lequel il y a marqué prendre rendez-vous, cliquez ici. Donc vous pouvez soit tout au long du webinaire, soit à la suite du webinaire, cliquer sur ce bouton et prendre rendez-vous. J'aurai plaisir, et ce sera gratuit, à échanger avec vous sur vos problématiques et sur les choses qu'on pourrait faire ensemble. Alors, je pense que la plupart des gens sont là, donc je vais démarrer. Je parlerai dans ce webinaire, outre l'introduction générale, du métier de la banque et des outils de la, que les banquiers sont habitués à utiliser. Ça fera le lien avec l'intelligence artificielle d'une manière générale et l'intelligence artificielle dans la banque, qui sont le sujet clé. On verra comment ça peut servir à modéliser le monde et à permettre de prédire soit des cotations dans les salles de marché, mais soit tout un tas d'autres phénomènes économiques ou de comportement qui sont très importants et qui changent vraiment la donne. Et puis, on verra aussi comment, en fonction de ce qu'on aura précisé sur la nature de l'intelligence artificielle, comment on fait pour mener un projet dans le métier des marchés de capitaux. Quelques mots de présentation sur moi-même et sur la société que j'ai fondée il y a à peu près 3 ans, qui s'appelle Scalnix. Moi, je viens de la science économique, mais aussi des arts et métiers. J'ai travaillé depuis assez longtemps dans la technologie pour la finance, aussi bien en back-office qu'en front-office, dans beaucoup de pays et dans des petites et des très grandes, dans des banques et chez des éditeurs de logiciels. Donc, j'ai pas mal d'expérience sur l'ensemble de ces visions. Et Scalnix elle-même, c'est une société qui a vocation à faire du calcul optimisé, du calcul parallèle, et qui l'utilise pour faire de l'intelligence artificielle spécifiquement pour les métiers de la banque. Alors, on commence par le métier de la banque et ses outils. Le métier de la banque, d'une manière générale, c'est un métier de gestion de risque depuis toujours. Et à travers la gestion du risque, c'est une gestion de la confiance. Et cette confiance, souvent, elle est quand même beaucoup basée sur un feeling, sur une manière de ressentir les choses. Et donc le jugement humain, de toute manière, même si on peut penser que l'intelligence artificielle va supprimer l'homme, je pense qu'on va montrer au cours de ce webinaire que ce n'est pas forcément le cas. Et le jugement humain, il reste de toute manière important. Par contre, il peut être équilibré ou il peut être faire l'objet d'une addition avec des éléments quantitatifs, par exemple, qui peuvent venir de l'intelligence artificielle. Et du coup, l'intelligence artificielle, elle ne mesure pas que le monde, elle nous mesure aussi d'une certaine manière, elle mesure la valeur de nos propres convictions. Alors, pour commencer, on va voir comment on ressent ce genre de choses. Je pose un petit use case très simple. On imagine un gestionnaire de portefeuille qui doit investir dans des sociétés et il s'est engagé à ne pas faire travailler des enfants. Donc, on considère que c'est une minorité des entreprises qui sont concernées par ce travail des enfants, mais c'est très important pour la stratégie du gestionnaire de fonds et pour les clients. Il a des outils qui permettent d'analyser les sociétés dans lesquelles il peut investir. Et cet outil, il est juste à 90%. Statistiquement, on a vérifié que 90%, ça fonctionne. Ça donne une bonne qualification. Et il identifie une société, une entreprise dans laquelle il veut investir et qui est identifiée comme à risque de ce point de vue-là. Et la question, c'est quel est le pourcentage de chances que l'entreprise qu'il a identifiée soit vraiment du type de celles qui font appel à ces pratiques, sachant que l'outil d'analyse, il est juste à 90%.
Alors, je ne sais pas si je vous laisse quelques secondes, si certains d'entre vous veulent répondre dans le chat pour participer au côté ludique de la conférence. Ça me permettra aussi d'avoir le plaisir de voir que merci Vincenzo, oui, 50%, c'est une possibilité absolument. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui veulent se mouiller avec une réponse. Bon, on va rester sur 50%, ce qui est effectivement quelque chose qui fait sens. Alors, la réponse exacte, c'est que c'est moins de 10%. Donc l'outil statistique, il est juste à 90%, mais quand il permet d'identifier une entité qui est à risque, en réalité, il a moins de 10% de chances que cette identification elle corresponde à la réalité. Et ça, on ne va pas faire le détail exactement, mais c'est lié au fait qu'il y a un très petit nombre d'entreprises qui sont concernées et du coup, les faux positifs ou les faux négatifs ne sont pas du tout n'ont pas du tout les mêmes quantités. Donc, ça montre quand même que souvent, une première analyse au gut feeling, comme on dit, elle peut être fragile du point de vue quantitatif. Alors, comment ça nous amène à l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un peu comme l'informatique dans les années 80. C'est quelque chose dont tout le monde parle, dont on peut avoir peur, dont on peut être amoureux, sur lequel on peut être très excité. C'est aussi parfois un alibi où on dit que s'il y a un problème, c'est la faute de l'informatique. C'est peut-être quelque chose qu'on entend moins aujourd'hui, mais qu'on entendait beaucoup dans les années 80-90. C'est toujours la faute de l'informatique. Et aujourd'hui, souvent, il commence à y avoir, quand il y a des problèmes, c'est la faute de l'intelligence artificielle. Ça probablement correspond à quelque chose qui est pas très bien réfléchi en termes de contenu de l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, ça fait peur parce qu'on pense que ça va remplacer les humains parce que ça invente des choses. C'est pas tout à fait vrai. L'intelligence artificielle, c'est comme l'informatique, c'est absolument bête. Ça reproduit exactement ce qu'on a mis dedans. Et en informatique, quand il y a un bug, c'est parce qu'on a codé ce bug. Et en intelligence artificielle, quand il y a un processus, c'est qu'on l'a prévu comme ça. Alors c'est vrai que dans l'intelligence artificielle, il y a une capacité de s'adapter au monde. Et donc, il y a une capacité d'identifier des patterns, des formes, des propriétés sur les données. Et l'intelligence artificielle, elle va effectivement créer des règles à partir de ces patterns qu'elle a identifiés. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, elle va aller au-delà de ce qu'on a strictement codé en termes de patterns. Mais par contre, elle ne va faire que ce qu'on lui a demandé, et ça reste complètement maîtrisable. Il faut savoir aussi que l'intelligence artificielle, elle identifie la plupart du temps des corrélations. Et elle sait se fonder sur ces corrélations sans se fonder sur une analyse. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait. Et donc, il faut en tenir compte quand on l'utilise. Ce n'est pas quelque chose qui lui donne une puissance non maîtrisée. Alors, l'intelligence artificielle, effectivement, elle apprend toute seule à apprendre. Et la plupart du temps, elle considère comme base les probabilités. De ce point de vue-là, elle n'a pas de préjugés, mais par contre, elle peut embarquer des préjugés qu'on avait au départ ou qui sont ceux des objets qu'elle considère. De toute manière, elle n'invente pas strictement, elle n'invente pas ce qu'on ne lui a pas appris ou les données qu'on ne lui a pas montrées. D'autre part, l'intelligence artificielle, elle est très fortement liée au calcul intensif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup et on la met beaucoup en œuvre, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant, parce que c'est la capacité de faire un très grand nombre de calculs qui donne la possibilité d'en faire un outil puissant. Mais cette quantité de calculs ne change pas sa nature. C'est le calcul intensif qui permet à l'intelligence artificielle d'exister. D'autre part, il y a un effet très important, c'est que l'intelligence artificielle, elle peut remplacer un certain nombre de calculs sur la base de ces modèles. Et dans ce cas-là, on verra qu'elle peut aller beaucoup plus vite et elle peut en faire une beaucoup plus grande quantité. Mais quand même, malgré tout, il ne faut pas considérer que l'intelligence artificielle est infaillible. Les techniques de l'intelligence artificielle, elles ne sont pas nécessairement en soi ni bonnes ni mauvaises.
Il faut ni y avoir trop conscience, ni en avoir une méfiance absolue. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, elle a plutôt une logique inductive. Donc, elle considère que ce qui s'est produit se reproduira. Ce qu'on lui a appris, c'est la base de ce qu'elle va reproduire. Et si elle se trompe, c'est parce que on a choisi des modèles où on lui a appris des exemples, on lui a demandé de se baser sur des corrélations, alors que ces corrélations n'étaient pas peut-être pertinentes pour qu'elle apprenne ça. Mais ce n'est pas l'intelligence artificielle qui l'a faite tout seul. Il faut y réfléchir dans la manière dont on va mettre en place les inférences. Il y a une chose très importante à préciser, c'est qu'on parle jusque-là de l'intelligence artificielle, alors qu'en fait, il y a des intelligences artificielles. Il y a un très grand nombre de modèles d'intelligence artificielle et un très grand nombre de manières de l'utiliser. J'en ai cité quelques-uns ici. D'abord, une sous-catégorie dans le rond vert qui est le machine learning, qui est probablement la catégorie qui est la plus utilisée. Et puis, une partie du machine learning, qui est le deep learning, qui consiste à mettre plusieurs couches les unes derrière les autres et qui donne une puissance particulière, mais qui ne sont pas d'une nature absolument différente et qui correspond à certaines problématiques. Alors, autour de ça, on peut faire du NLP, donc lire ou écrire des messages en langage naturel. On peut utiliser des réseaux bayésiens, on en reparlera tout à l'heure. On peut avoir des algogénétiques qui apprennent tout seuls en se mettant les uns face aux autres, des random forests, des supports de vecteurs, des réseaux de neurones convolutifs ou plein d'autres technologies. Et là, on arrive à un élément très important, c'est qu'il faut utiliser la bonne technologie par rapport à la problématique qu'on veut traiter, et ce n'est pas toujours la même. Il y a deux très grandes catégories d'intelligence artificielle, et là, il faut bien comprendre que la nature de ces traitements est différente. Il y a l'intelligence artificielle statistique, qui correspond à une technique pour traiter des données qui sont en gros volume et avec des faibles enjeux. C'est-à-dire que, par exemple, pour envoyer des publicités ou pour proposer des matchings entre des catégories d'événements, si c'est à 80 ou 90% exact, et le fait qu'il y en a quelques-uns qui n'étaient pas tout à fait adaptés, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que globalement, statistiquement, sur l'ensemble, il y a une majorité d'éléments qui sont pertinents, et puis ceux qui ne sont pas très pertinents, ça n'a pas d'importance. La plupart des mécanismes d'intelligence artificielle font partie de ça. On va faire des rapprochements bancaires et l'intelligence artificielle suggère des rapprochements, où on va essayer d'adapter une offre aux besoins d'un client ou des choses comme ça. Donc, c'est un des modes. Et il y a un autre mode qui est assez différent, qui est l'IA probabiliste. L'IA probabiliste, elle vise à calculer la probabilité d'une hypothèse dans le cadre d'un système. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle responsable. C'est celle qui correspond à des mécanismes de gros enjeux. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette intelligence artificielle, elle sert à ce que le nombre de fausses prédictions, de fausses inférences, soit minimum, voire même réduite à zéro. C'est-à-dire qu'on va considérer vraiment les fausses inférences comme à être évitées parce qu'ils ont des enjeux importants. Par exemple, dans la médecine, si vous dites à quelqu'un qui n'est pas malade qu'il l'est, ou réciproquement, si vous dites à quelqu'un qui est malade qu'il ne l'est pas, dans les deux cas, c'est grave. C'est très important. Donc, on ne peut pas raisonner en disant, bon, à 80%, ça fonctionne, et à 20%, ça ne fonctionne pas. Dans les mécanismes de conduite automobile, c'est pareil. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, malgré toutes les prédictions de tous les constructeurs et de beaucoup de journalistes, il y a 5 ans, on nous disait qu'on aurait tous des voitures automatiques 2 ans après, et on va encore les attendre un certain temps, parce qu'il faut arriver à un niveau de perfection dans lequel, pour l'instant, on n'est pas encore.
C'est plutôt ce type d'intelligence artificielle qui intéresse les marchés et qui intéresse la banque en général dans les calculs de risque ou dans les investissements. Si je dois liquider une certaine position de mon portefeuille, le coût est très important. Donc si je le liquide alors qu'il n'y avait pas de besoin, c'est un très gros problème. Si je veux éviter un risque ou évaluer un risque, je dois exactement le qualifier et le quantifier. Bloquer une transaction, c'est embêtant. C'est pas quelque chose de neutre. Donc si on se met à bloquer des tas de transactions et que c'est pertinent à 80%, ça ne peut pas marcher. Et de même, alors l'IA probabiliste, elle peut permettre, par exemple, la prédiction sur est-ce que telle personne peut avoir son bac. Alors que dans l'IA statistique, on peut prévoir que 90% des personnes qui passent leur bac vont l'avoir. C'est vraiment la grande différence. Sur l'IA statistique, vous qualifiez des statistiques sur une population. Dans l'IA probabiliste, vous calculez la pertinence d'une prédiction sur un cas particulier. C'est très différent. Alors, qu'est-ce que... Je ne sais pas si vous avez quelques questions d'ailleurs à ce stade, ou si je vais trop vite ou pas assez vite, je ne sais pas. Enfin, vous n'hésitez pas si vous voulez m'envoyer des remarques ou des questions sur le chat. On va appliquer tout ça plus spécifiquement dans les métiers de la banque. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, dans la banque actuellement, si vous regardez ce qui est publié par un très grand nombre de cabinets de consulting sur l'IA dans la banque, vous voyez qu'elle est de plus en plus utilisée. Il est prévu que son usage augmente beaucoup dans les années qui viennent. Et effectivement, il y a vraiment beaucoup de projets. Et alors, c'est un peu couteau suisse, hein, c'est utilisé quasiment dans tous les domaines à la fois. Donc, dans des domaines pour augmenter la productivité, pour faire du revenu, pour économiser des coûts, mais aussi pour les services à la clientèle, pour le recrutement. C'est assez intéressant et peut-être étrange, comme c'est une technique qu'on installe dans tous les domaines d'activité. Alors en fait, justement, ce n'est pas nécessairement la même technique qui va être pertinente pour tous les domaines. Il y a beaucoup de gens qui, de toute manière, prévoient d'utiliser de l'intelligence artificielle dans la gestion d'actifs, plus 37% dans les années qui viennent, et 70% des asset managers envisageaient, alors c'est une étude qui date d'il y a 1 an et demi ou 2 ans, qui prévoyait d'investir dans l'IA d'ici 2022. En fait, l'IA, elle est assez logique pour les métiers de la banque parce qu'elle s'appuie sur le traitement de données, et le traitement des données, même avant l'informatique, c'était déjà la base du métier du banquier. Et les banquiers, ils sont habitués à traiter des séries temporelles. Donc, il y en a beaucoup, on a beaucoup de données dans toutes les banques et dans toutes les sociétés de gestion. On a des market data, on a des données d'analyse. Il y a beaucoup de données et on sait très bien les utiliser. Ça tombe bien parce que pour l'IA, en général, d'abord, il en faut beaucoup. Donc, ça correspond à... On a tout ce dont on a besoin pour mettre en place des processus, des procédures d'IA. Par contre, il y a parfois un problème, c'est qu'on est habitué dans les salles de marché ou dans l'économie à traiter des séries temporelles et des données structurées. Alors si c'est une donnée par jour, c'est comme ça. Si c'est de la market data, il peut y avoir des très très grandes quantités de données en peu de temps. Mais de toute manière, elles sont déjà structurées, elles répondent à des protocoles précis, elles sont faciles à utiliser. Ce qu'on voit arriver maintenant, c'est qu'on a besoin aussi de traiter des données non structurées, qui ne sont pas du tout des time series, des données qu'on extrait du web, des données d'analyse sur le ESG, des données sur les opinions, sur les clients, sur les controverses, des données qui ne sont pas nécessairement chiffrées et qu'il faut transformer en données chiffrées pour les traiter. Tout ça, c'est complètement nouveau pour les banquiers et pour les marchés.
Donc, l'intérêt, l'apport de l'IA, c'est d'arriver à traiter en même temps que ce qu'on sait traiter habituellement des données d'une toute autre nature. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA peut servir déjà dans un premier temps à transformer ces données en données traitables. Et ensuite, on utilisera une deuxième fois l'IA avec d'autres outils pour les traiter et pour faire en particulier des prédictions, parce que d'une manière générale, dans tous les métiers autour des marchés, la clé pour vérifier qu'on est efficace et la clé de ce qu'on recherche, c'est quand même de la prédiction. Et c'est la plupart du temps ce qu'on arrive à faire assez bien avec de l'intelligence artificielle. Alors, les cas d'usage de l'IA statistique dans la banque, c'est du back-office, on en a parlé tout à l'heure. C'est des opérations en très grand nombre qu'on peut facilement catégoriser et qui ont une logique reproductible. Du know your customer avec du rating des tiers ou du rating de situation, la surveillance des marchés, l'anti-money laundering, les détections de fraude, les prédictions de marché, là encore, les prédictions de marché, c'est vraiment quelque chose, c'est le point commun de toutes ces natures de problématiques et de toutes ces qualités d'intelligence artificielle. Ça peut servir à faire des prédictions. En tout cas, cette IA statistique, elle s'utilise quand il y a des très gros volumes et qu'on peut faire des progrès massifs avec des faibles enjeux d'anomalies, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'autre part, il y a l'IA probabiliste, et là, ça s'applique plutôt à des processus qu'on est capable de construire sous forme de système. Donc, on va créer, en utilisant nos outils de calcul intensif, des modèles complexes qui permettent de structurer différents facteurs et d'en tirer des prédictions ou des analyses. Donc ça peut servir à valoriser des produits dérivés, ça peut servir à valoriser des engagements de risque de type XVA, FRTB, NMRF, hein, des projets de valorisation sur des concepts qui ne sont pas nécessairement modélisables a priori, calculer des expected shortfall, et bien sûr, comme d'habitude, toujours faire des prédictions de marché. Ça sert aussi à ça, mais avec d'autres contraintes, d'autres enjeux. Les montants peuvent être importants aussi, mais les progrès, là, sont sur la qualité du traitement, sur l'explicabilité de ce qu'on trouve, et sur les enjeux, sur les anomalies, c'est-à-dire qu'il s'agit de prédire quelque chose avec un très bon contrôle sur la pertinence de ce qu'on prévoit. Si je prends un exemple ici de la capacité de valoriser des produits dérivés, ici il s'agit de valoriser des options. La manière la plus simple, c'est le trait bleu, c'est du Black-Scholes. On peut avoir des modèles plus complexes qui sont plus précis, mais qui demandent plus d'intensité de calcul, comme par exemple des calculs binomiales, du calcul binomial en orange ou en vert selon qu'il y a l'américaine ou à l'européenne. Et à ça, on peut comparer la courbe rouge qui est une valorisation sur la base du machine learning. Là, le trait, je crois qu'il est mauve, il s'arrête à combien on valorise d'options en 190 millisecondes avec le même outil hardware, avec la même machine. On voit que si c'est pour du calcul sur du binomial américain, on arrive à en faire 10. Si c'est du calcul sur du binomial européen, on arrive à en faire un petit peu plus de 100. Sur du Black-Scholes, qui est un calcul plus simple, mais moins précis, on arrive à un petit peu plus de 1000. En utilisant du machine learning, on en fait plus de 10 000. Donc, on voit que par rapport entre le binomial américain et le machine learning, le rapport est de 1 à 1000. C'est considérable. Il y a un autre avantage d'utiliser du machine learning ou des outils d'IA pour calculer ce genre de choses, c'est que
Quand on utilise un modèle, quel qu'il soit, binomial, Black-Scholes ou autre, on a une première phase qui est d'analyser le monde réel pour en tirer un modèle, et ensuite d'utiliser ce modèle pour calculer la représentation qu'on s'en fait et pour calculer une valorisation ou prédire quelque chose. Alors, effectivement, l'IA, elle peut aider aussi bien dans la partie analyse que dans la partie calcul. Mais de toute manière, l'analyse, elle va intégrer des modes, des préjugés, elle va intégrer tout ce qu'il y a de, comme limite dans la manière dont on a compris le monde. Et éventuellement, si le monde change, il faut refaire le travail pour ajuster le modèle. Et d'autre part, la capacité de, pardon, j'étais un peu vite, les capacités de calcul limitent beaucoup la complexité. Et donc, on va utiliser souvent des modèles dont on sait qu'ils ne sont pas très justes, mais qui nous permettent d'être suffisamment rapides, plutôt que de choisir une très grande précision, mais qui arrive trop tard. L'IA, elle peut nous aider dans chacun de ces processus, mais elle peut encore plus nous aider en court-circuitant tout ça et en construisant elle-même en temps réel le modèle qui correspond strictement à l'environnement qu'elle est en train d'analyser. Et quand le monde va changer, ce modèle, il va s'adapter en permanence. Et donc, on passe directement, sans aucun préjugé et sans avoir choisi de modèle a priori et qui va être toujours malheureusement périmé, on passe directement avec l'IA du monde réel à sa représentation. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en allant parfois 1000 fois plus vite. Alors, comment modéliser le monde avec de l'IA probabiliste? La première, c'est cette IA qui est la plus intéressante, évidemment, pour les salles de marché et pour l'analyse des risques. La première chose importante, c'est de dépasser la corrélation. La corrélation, c'est intéressant pour les usages statistiques, mais pour les usages probabilistes, ça ne nous ça peut être ce qu'on appelle spurieux, ça peut être trompeur en fait. Il vaut mieux identifier exactement les causes et les effets. Quand un phénomène se produit, il a des effets et la cause et les effets ne sont pas équivalents dans la logique du modèle. Il faut restituer cette logique de modèle et il faut le justifier. Il faut que les conclusions de l'IA puissent être expliquées. Pour ça, il faut que l'utilisateur ait le contrôle du modèle. Ce qui, dans un modèle statistique classique, d'intelligence artificielle, de reconnaissance, quand on montre une vache ou un vélo, un système de machine learning, au bout d'un certain temps, il sait qu'est-ce qu'est la vache et qu'est-ce qu'est le vélo, mais on n'est pas sûr. C'est assez difficile d'être certain de savoir comment il a reconnu la vache et le vélo. Et si ça se trouve, il a peut-être reconnu simplement la vache parce que c'est sur fond vert, alors, et que le vélo, il est sur le fond d'une route. Mais du coup, ça nous a trompés. La base de l'IA probabiliste, elle existe depuis bien plus longtemps que l'informatique et que l'intelligence artificielle. C'est Thomas Bayes, qui est un mathématicien qui est né en 1702 et qui a fait une règle de base fondamentale, en particulier dans le cadre des réseaux bayésiens, qui est la probabilité de A sachant B, c'est-à-dire qu'on a un événement dont on sait qu'il est vrai, c'est B, et on cherche la probabilité de A. Il peut se calculer comme la probabilité de B sachant A par la probabilité de A sur la probabilité de B. Ça ne dit pas forcément grand-chose d'avoir cette formule, mais elle est extrêmement simple à lire, elle est un peu plus difficile à intégrer dans nos problématiques, et surtout, une fois qu'on l'a bien intégrée, elle est extrêmement puissante pour calculer les probabilités, parce que c'est bien une probabilité de A sachant B, c'est-à-dire qu'on va vous demander quelle est la probabilité que vous ayez votre bac si vous passez votre bac, sachant un certain nombre de caractéristiques qui vous concernent vous personnellement. C'est donc bien une probabilité qui s'adresse à des individus, entre guillemets, ou à des groupes d'individus très précis et non pas à des populations globales. Les méthodes statistiques classiques, c'est donc des méthodes personnelles avec des fréquences intemporelles, impersonnelles. C'est-à-dire qu'on
va utiliser des méthodes qui qualifient tous ceux qui appartiennent à une population, et on va calculer des fréquences globales sans tenir compte de la particularité de chacun des événements de cette population. Population au sens statistique, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement une personne, hein, c'est une quantité d'événements. Dans une méthode bayésienne, c'est le contraire. On va utiliser des méthodes impersonnelles pour calculer des probabilités personnelles, donc qui correspondent à la probabilité d'un événement bien précis. Et les probabilités, dans ce cas-là, ça devient même des mesures de notre degré de connaissance. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, où on va challenger notre propre sentiment et notre propre estimation des risques. Et on peut avoir des sentiments qui sont pertinents, mais qu'on ne sait pas nécessairement comparer du point de vue quantitatif. C'est-à-dire que, par exemple, si on a quelque chose qui peut nous arriver à une chance sur 1000 ou à une chance sur 100 000, l'écart, il est considérable, il est de 10 puissance 2, mais par contre, il est probable qu'on ne sait pas nous-mêmes ressentir la différence entre une probabilité de 1 sur 1000 ou de 1 sur 100 000. Et c'est ça qui est important dans la banque. Alors pour ça, justement, l'IA causale, elle répond exactement à ce type de problématique. Elle permet d'élaborer un modèle systémique, donc de construire un système. Ce modèle, il est white box, donc il est ouvert et il est contrôlé par l'utilisateur. Il permet de justifier les résultats. Donc, il ne trouve pas juste une probabilité statistique, il trouve un résultat précis avec des éléments de cause et d'effet et des facteurs qui sont identifiés. Il permet de traiter séparément les cas positifs et les cas négatifs, parce qu'avoir des faux positifs ou des faux négatifs, hein, c'est jamais souhaitable, mais ce n'est pas forcément les mêmes enjeux. Il vaut mieux qu'une voiture freine pour rien plutôt qu'une voiture accélère alors qu'il y avait un obstacle. Et puis, il doit intégrer, et il peut et doit intégrer les choix et les convictions du métier. On n'est pas complètement tenu au modèle lui-même, on le maîtrise, on choisit qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est l'effet quand il y a une corrélation entre deux événements, et on est capable de le changer, de le justifier, de le mettre à jour. Là, par exemple, je prends l'exemple d'un algorithme de prédiction. Donc, le trait orange, c'est le SP500, et le trait gris, c'est un algorithme de choix risk-off, risk-on, qui consiste à suivre les différents facteurs qu'on a identifiés et à essayer de battre le SP500. On voit que dans un modèle classique, ici, il y a une rupture et le modèle d'IA classique a besoin d'un certain temps pour se recalibrer et pour se remettre à suivre, à suivre son target. Alors qu'ici, en utilisant des réseaux bayésiens, on peut directement adapter le modèle et on est dans ce cas-là dans la situation de battre son target. Alors, comment mener un projet IA dans la finance? D'abord, il faut bien choisir son use case, parce que comme on l'a vu, l'IA, il y en a partout, on peut en faire dans plein de domaines. Et donc, ce qui compte, c'est pas uniquement le principe de l'IA, c'est sa pratique. Une fois qu'on a choisi un use case, il faut réunir les données. Une fois qu'on a ces données, il y a tout un tas de choix techniques à faire pour savoir quel type de framework on va utiliser, quel type de langage, etc. Il va falloir être ambitieux, mais on va voir que très rapidement, l'ambition, on a du mal à la suivre. Donc, il faut commencer par des problématiques raisonnables parce qu'on doit d'abord comprendre. Il faut prévoir que ça ne marchera pas du premier coup. Donc, il va y avoir plusieurs itérations. Il faut éviter le perfectionnisme stérile, ça c'est comme c'est le cas dans beaucoup de domaines, même si évidemment il se trouve que nos objectifs dans la finance sont des objectifs d'excellence, et donc on a envie d'être absolument parfait. Et cette perfection, il va falloir qu'elle arrive step by step.
Et puis, il faut prévoir de pouvoir réutiliser et amender le produit qu'on va faire, parce que si vous construisez un modèle d'intelligence artificielle, mais que vous ne savez pas le mettre à jour et le faire évoluer, ça n'a aucun intérêt. Et ça, c'est pas forcément facile. Parce que du coup, on doit faire plein de choses à la fois. On doit préparer le projet, le spécifier, imaginer quel va être le retour sur investissement, comment organiser les questions. On doit organiser le use case lui-même avec ses KPI et les étapes. On doit choisir une technique, on doit choisir un langage pour coder tout ça. On doit choisir un prototype pour la mise en œuvre opérationnelle, parce que souvent, il y a quand même besoin d'une grande quantité de capacité de calcul, et ce n'est pas forcément évident ni à mettre en œuvre ni à utiliser. Il faut mettre en place les notions de contrôle, parce que les enjeux sont importants. Il faut avoir à la fois une structure de direction et une équipe qui travaillent ensemble. Il faut avoir un mode d'implémentation. Bref, il faut beaucoup de choses qui, parce que c'est de l'intelligence artificielle, sont d'une nature un peu différente de ce qu'on savait faire avant. Donc, on peut avoir beaucoup d'équipes qui sont très bonnes pour faire un projet informatique classique et qui ne vont pas forcément savoir chacun adapter sa méthode pour de l'intelligence artificielle. Et ce qui est difficile, c'est que tout ça, il faut le faire tous ensemble. Donc, il faut à la fois adapter ces méthodes pour gérer le fonctionnel et la technique, pour gérer les très grandes quantités de data, pour gérer les frameworks, pour gérer le traitement, les langages de programmation, les modèles, essayer, trouver par étape qu'est-ce qui convient le mieux à notre use case, et faire tout ça à la fois, c'est quasiment impossible. Donc, ce n'est pas forcément parce que c'est de l'IA que c'est impossible, c'est que ça met en jeu tout d'un coup tout un tas de techniques qu'il faut qu'on s'approprie progressivement. Une méthode qu'on voit souvent, c'est qu'on dit on va prendre un stagiaire assez intelligent et astucieux qui sort d'une grande école, et en 2 mois, il va nous faire un petit projet, parce que comme ça, on aura appris ce qu'on devait apprendre, on aura progressé dans l'intelligence artificielle, on en aura fait un. Et ça fait sens, hein, et ça peut effectivement faire des choses. Le risque, c'est que du coup, on va faire quelque chose, mais qu'on ne saura pas faire évoluer. On n'aura pas forcément les données pertinentes en entrée, on n'aura pas intégré tous les gens d'une équipe qui font que ça donne envie et que ça donne la capacité de progresser ensuite. On n'aura pas forcément eu la visibilité business, parce que souvent c'est géré par une ligne plutôt technique. Souvent, on va avoir trop de complexité, parce que c'est ce qu'un ingénieur a envie de faire, et c'est tout à fait normal. On ne peut pas le lui reprocher à lui. On aura une infrastructure qui ne sera pas nécessairement à la hauteur, parce que ce n'est pas ça qu'il aura su faire, construire l'infrastructure quand il arrive. Et bref, hein, on aura choisi quelque chose qu'on ne peut pas faire évoluer et dont on ne va rien apprendre. Donc ça, je dirais plutôt que ça peut être amusant, mais ce n'est pas très utile. La priorité, c'est de constituer progressivement un savoir-faire collectif, et qui inclut ceux qui font et ceux qui vont en bénéficier. Il faut inclure le business, les fonctionnels et les techniciens. Tout ça en ne réinventant pas l'eau chaude, parce que toutes ces techniques, elles existent déjà sur le marché. On ne les a pas forcément dans les banques et dans les sociétés de gestion, mais ce n'est pas non plus une raison pour aller tout réinventer soi-même. Donc, il faut réussir à trouver les bonnes étapes pour construire en avançant, pour créer une équipe qui gère toutes les disciplines à la fois dans la même équipe, qui valorise tout ce qui existe dans l'état de l'art. C'est vraiment pas la peine d'apprendre, d'essayer de faire soi-même ce qu'on peut trouver qui existe déjà. Et puis, il faut réussir à trouver le bon ordre entre les choix structurants et l'implémentation. Donc, attention surtout d'éviter de faire un projet qu'on ne pourra pas faire évoluer, qui ne nous apprendra pas ce qu'on doit apprendre. En conclusion, l'IA, aujourd'hui, c'est comme l'informatique, on le disait au début, dans les années 80, c'est-à-dire tout le monde a une idée dessus. Certains pensent que c'est la source de tous les maux et d'une perte d'autonomie ou de capacité de faire des êtres humains. D'autres considèrent que c'est quelque chose de miraculeux contre lequel on ne pourra pas
se battre, hein, et qui prendra le pouvoir dans les années qui viennent. Je pense que ça, c'est ce qu'on entendait dire à propos de l'informatique il y a 30 ans. C'est pas ce qui s'est passé. Je ne pense pas que c'est ce qui va se passer avec l'IA. L'IA, c'est un outil, ni plus, hein, ni moins qu'un outil. C'est un outil qui sert en particulier beaucoup à faire de la prédiction. C'est le point commun de tous les métiers de la banque et de la valeur ajoutée qu'apporte l'IA. C'est pas un outil scandaleux, c'est pas un outil qui devrait faire peur, c'est pas un outil mystérieux, c'est un outil qu'il faut simplement apprendre à maîtriser, apprendre à utiliser. Il faut l'intégrer. L'objectif, c'est pas uniquement d'avoir un projet d'intelligence artificielle, c'est d'amener progressivement l'ensemble des équipes opérationnelles concernées dans la banque ou dans un secteur de la banque ou de la gestion euh, à petit à petit intégrer des éléments d'intelligence artificielle parmi tous les autres éléments techniques et les autres process de la banque et de la gestion financière. Donc, nous, on fait ça avec tous les secteurs de la banque, avec les banques, les assureurs, des sociétés de gestion, des hedge funds, et aussi avec des places de cotation. Il y a des bourses avec qui on travaille sur l'organisation des, des, des matching engines qui peuvent être même alimentés par des processus d'intelligence artificielle pour être optimisés. Ça fonctionne aussi avec les sociétés de compensation, les dépositaires, les services corporate des banques pour faire du FRTB. On travaille avec des consultants, avec des éditeurs de logiciels. Donc en termes d'entité, ça concerne tout le monde. Et en termes de métier, comme je l'ai dit, ça concerne les gestionnaires classiques, les quants, ça concerne les gestionnaires de risque, les stratèges, les analystes, le back-office, le marketing, les data officers. Ça concerne tout le monde et ça concerne aussi tous les data scientists, les IT, les architectes de systèmes d'information. Tout le monde est intéressé, concerné et peut avoir des projets. Nous, notre préconisation, c'est de démarrer rapidement, parce que ça ne sert à rien d'attendre en considérant un énorme projet, c'est de démarrer avec des petits projets, et c'est de s'organiser, de se faire aider pour pouvoir se faire une idée et s'approprier la technique en même temps que, pas uniquement en tant que capacité de faire, mais aussi en termes de capacité de produire des résultats business et d'aider des opérationnels et de faire avancer tout le monde. Donc souvent, quand on se fait aider, ça permet d'éviter d'avoir à faire à l'avance des choix sur tous les sujets dont je parlais tout à l'heure, alors qu'on ne sait pas encore où on va. Donc si aujourd'hui vous êtes dans des situations de responsabilité, dans des salles de marché, ou dans des banques, hein, ou dans des sociétés de gestion, et que la notion de prédiction et de prévision est importante pour vous, je vous invite à prendre contact avec moi en utilisant, il y a ici au-dessus de mon slide, un bouton rouge qui permet de cliquer. Et il y a des fortes chances, si vous le faites, qu'on puisse vous aider à établir une stratégie qui permet que vous pouvez adopter maintenant et qui va vous permettre de progresser très rapidement en utilisant la bonne intelligence artificielle dans les bons use cases. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me contacter, comme je vous l'ai dit, soit maintenant, soit après la réunion. Je reste à votre disposition et j'aurai beaucoup de plaisir à vous parler. Ce sera gratuit et à avoir vos retours là-dessus et à répondre à vos questions précises. Merci et à bientôt.
Je vous remercie à tous pour vos commentaires et vous dis au revoir. À bientôt.